Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. L'EAC en festival, Francophonie demain. Dans la préface de l'ouvrage La vie comme ça nous chante, Gérard Pont, le directeur des Francopholies de La Rochelle, invitait les historiens et sociologues à s'intéresser à ce rendez-vous amoureux du public de la chanson francophone. Du 13 au 17 juillet 2022, les chercheurs de l'INSEAC sont allés à la rencontre du Festival des Francopholies de La Rochelle, dans le but d'étudier les dispositifs d'éducation artistique et culturelle existants sur et en dehors du temps festival. Pour cette 37e édition du Festival des Francopholies, nous avons tendu le micro aux acteurs et au public de la chaîne de coopération de l'éducation artistique et culturelle. C'est ça parce que le rapport aussi avec les enseignants, parce que je reçois assez souvent des messages sur les réseaux, c'est des messages très bienveillants d'ailleurs, très gentils, très sympas toujours, j'ai beaucoup de chance, qui me disent « Ah, salut Aldebert, avec ma classe de CM1, on travaille tes chansons pour la fête de fin d'année. » Et puis, donc c'est des messages très sympas, très, très heureux. Et puis souvent, à la fin des messages, il y a une petite doléance qui dit « Est-ce que ce serait possible dans les prochaines chansons que vous allez créer et composer qu'il y ait un petit peu moins de mots ?» Et puis, que ce soit un peu plus lent. Parce qu'avec ma classe de 72 CM1, on galère. C'est chaud. Merci. Moi, je leur réponds évidemment. Non. Alors, les Francopholies de La Rochelle, c'est un festival qui se tient depuis 37 ans à La Rochelle, en plein cœur de ville, autour du 14 juillet. Donc, en 2022, c'était du 13 au 17 juillet. Émilie Yakish, co-directrice des Francopholies de La Rochelle. C'est un festival qui porte dans son ADN différentes parts de son histoire. Déjà un lien fort à la scène française et francophone et un travail aussi important sur l'émergence, qui a toujours été au cœur de la programmation et des choix de programmation. Pour les artistes qui précisément cherchent à asseoir leur pratique et à entrer en contact avec d'autres professionnels. Maëlys Desquezo, directrice régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. C'est évidemment un espace de diffusion et d'exposition au public, pour les artistes très reconnus bien entendu, mais surtout à nouveau pour les artistes émergents qui trouvent des places de choix, ce qui n'est pas toujours le cas dans les activités festivalières. Ici, il y a vraiment ce parti pris d'avoir une majorité d'artistes émergents et il y a des places de choix, de manière à ce que le public puisse avoir, de manière à ce qu'il puisse avoir le meilleur contact avec le public. Et alors en matière d'éducation artistique et culturelle, là encore un festival qui est exemplaire, qui déploie des dispositifs pendant le festival bien sûr, avec d'abord des offres dédiées pour des publics très divers et puis tout au long de l'année, en direction des publics scolaires, des dispositifs construits de manière très fine avec les interlocuteurs de l'éducation nationale, mais également du champ social, des outils qu'eux-mêmes ont imaginés et qu'ils déploient aujourd'hui, des dispositifs mais qui s'adressent au-delà du secteur, du public scolaire aussi, à d'autres publics peut-être plus éloignés de la culture. Donc on sort un peu de l'éducation artistique et culturelle, mais tout ça part de la même philosophie, on peut dire, celle de l'élargissement des publics. On est dans une région vaste, 12 départements, très contrastés, des métropoles et des territoires très ruraux. Et
grâce aux conventions, notamment d'éducation artistique et culturelle, on arrive à avoir des partenariats très adaptés à chaque réalité, des objectifs de 100% EAC qui en réalité sont déjà atteints ici ou là. Beaucoup de candidats d'ailleurs au label 100% EAC qui sont parfaitement légitimes à l'obtenir. Un joli état d'esprit, une préoccupation assez bien partagée consistant à offrir l'accompagnement le plus fin des publics scolaires vers les œuvres, vers le contexte dans lequel ces œuvres ont été créées et vers la pratique artistique. Je crois que ce soit Jean-Louis Foulquier ou Gérard Pont, Émilie Yakish. ils portent en eux vraiment beaucoup de similitudes et notamment celle d'aimer la musique, d'être des grands passionnés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans très personnellement et ils sont convaincus en fait de l'intérêt général qu'il y a à faire exister la musique à La Rochelle, l'été, dans un grand moment qui rassemble un large public. Et du coup, avec cette volonté, je crois que toute sollicitation qui est venue à travers le temps aux Francopholies, que ce soit celle liée à l'accompagnement des jeunes artistes, il n'y a pas de dispositif qui existe pour accompagner les artistes à émerger par la scène. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas, vous, Francopholies, de vous lancer là-dedans ? Que ce soit des enseignants, je suis festivalière, j'adore la musique, est-ce que ce ne serait pas possible d'avoir un artiste dans ma classe ? Donc de petites expériences comme ça, de rencontres, les choses se sont plus ou moins organisées. Alors là, j'essaie de faire un peu une synthèse de ce qui s'est passé. Après, il y a des projets qui émergent très rapidement après la création des Franco, comme les Enfants nazis, qui sont une ressource pédagogique, qui est aujourd'hui une ressource en ligne, mais qui naît en 1995 sous la forme d'un livre cassette et qui aborde qui présente 5 chansons autour du rap, et qui est disponible pour les enseignants, pour l'apprentissage, la connaissance de la chanson en classe, pour les professeurs d'éducation musicale, mais aussi d'histoire, de français. Et ça nous a permis de tisser des liens forts, que ce soit avec les ministères de l'Éducation nationale, de la culture, mais aussi avec le corps enseignant. Et au fil du temps, et des sollicitations et des rencontres, enfin beaucoup de rencontres humaines, des aventures se créent. Donc on se lance dans des formations. Aujourd'hui on est préac, chansons francophones et musique actuelle. On fait intervenir des artistes dans les classes, et ça s'appelle Ma classe chanson. On organise ateliers de pratique artistique pendant le festival. On a une programmation jeune public familiale. On accueille et on encadre un projet qu'on a impulsé qui s'appelle Franco Reporter, où là, on est plutôt pour des ados sur des projets en immersion, d'être reporter, de découvrir comme ça, et toute la diversité de la scène programmée au Franco, mais aussi les métiers qui l'entourent. Voilà, donc les choses se sont construites avec des vraies volontés humaines. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de stratégies politiques ou voilà, plutôt des aventures auxquelles on a dit OK parce qu'on se sentait aussi très naturellement, je sais pas, sans prétention en plus, un rôle, si c'est possible et si on peut le faire, pourquoi pas le faire. Aldebert, dès qu'on le sollicite pour savoir s'il est d'accord avec nous, parce que bien entendu, toutes ces ressources et tout ce travail qu'on fait sur les œuvres de chaque artiste que j'ai cité pour les enfants nazis se fait en complicité avec les artistes. Et donc Aldebert, dès qu'on le sollicite pour savoir si c'est OK pour lui, qu'on sélectionne quelques titres de son répertoire pour les présenter, pour parfois aussi réenregistrer des parties. Il dit de suite OK. Et ensuite, avec lui, on a fait énormément de choses parce qu'il s'est rendu disponible pour faire des ateliers d'écriture de chansons pendant le festival, pas l'année dernière, mais en 2017, je pense, il était déjà programmé. Et du coup, c'est l'année où la ressource était mise en ligne. Et donc, dans ce cadre-là, il a accepté de faire l'atelier de pratique artistique pour une vingtaine d'enfants. Je pense que dans la salle, nous avions donc 60 personnes, comme pour ces spectacles, les 20 enfants et les 40 parents, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Les parents n'avaient pas du tout abandonné leurs enfants. Il a joué le jeu parce qu'on a organisé aussi des masterclass avec lui pour des enseignants.
On a fait un chœur virtuel où on a sollicité tous les enseignants qui avaient travaillé sur son répertoire, et notamment sur la chanson qui s'appelle Dame Nature, pour qu'ils enregistrent. Donc c'était un peu période confinement, tout ça, leurs élèves. Chantant cette chanson, Louis Aldebert a joué le jeu sur cette vidéo de chanter avec les enfants. Déjà, je crois qu'on a la chance à La Rochelle, dans la région dans laquelle on se trouve, d'avoir toujours eu une écoute par rapport aux sollicitations qu'on pouvait faire remonter du terrain, aux tendances, aux besoins, que ce soit de la part des artistes, par exemple avec le chantier des Francopholies, quand il a fallu améliorer le dispositif, que ce soit sur les questions assez souvent on a une écoute, et donc ça c'est important. Souvent on est ouvert à co-construire ce que l'on a en tête, en fait, parce qu'on part aussi du principe que nous, on est l'acteur culturel. Donc, on est le facilitateur auprès des artistes, auprès de la filière, mais on n'est pas des spécialistes de la pédagogie, on n'est pas des spécialistes de l'intervention en classe, donc on ne peut pas faire tout ça sans la collaboration avec l'ensemble des partenaires. Je crois que l'expérience des enfants nasiques, qui était vraiment une coédition canopée, mais qui pendant très longtemps avait un comité de pilotage, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, nous a appris toutes ces choses-là. Et puis, on aime bien aussi être tout à fait transparent sur le travail qu'on mène, et donc il nous arrive aussi de nous mettre en format séminaire, et donc de convier à ces séminaires des enseignants, des partenaires, des artistes, des parents d'élèves, et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'il manque à notre dispositif, comment on pourrait l'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ensemble. Et je crois que c'est toutes ces choses-là qui font qu'on arrive souvent à avoir une écoute qui nous permet d'avancer dans nos projets. Alors nous, on est l'association Humanité et Biodiversité. Claire Kérard, responsable de la vie associative et de la communication pour l'association Humanité et Biodiversité, présente sur le village Francocéen. On est une association reconnue d'utilité publique. Nos actions, c'est du plaidoyer à l'échelle nationale. Donc on essaye de faire comprendre à nos gouvernants qu'il faut prendre en compte la protection de la biodiversité dans nos activités humaines, que notre économie elle est liée à la nature, que l'humain fait vraiment partie de toute cette globalité du vivant. Donc voilà, c'est notre dernière publication, c'est le coffret des petites mains de la forêt. Donc c'est un coffret qui regroupe des livres, un cahier d'activités, un jeu de plateau, pour montrer un peu les interactions entre les différentes espèces de la forêt, pour montrer que c'est un écosystème qu'il faut préserver, qui est menacé par toutes les activités humaines. Notre association, elle a un peu de mal à toucher les jeunes, justement. Donc on s'est dit que créer ce genre de contenu pouvait les intéresser, pouvait, à travers une approche vraiment ludique. Et pour les un peu moins jeunes, enfin la tranche au-dessus, les adolescents, on a lancé un concours cette année en partenariat avec les Francopholies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est le concours d'art oratoire à voix haute pour la biodiversité. Donc là, on voulait vraiment s'adresser à la jeune génération de 18 à 30 ans pour qu'ils s'expriment sur leur vision du monde d'aujourd'hui, de demain, sur les relations entre humain et nature, à travers une petite vidéo de 2 minutes, sous la forme d'un poème, d'un discours. Enfin voilà, notre parrain, c'est le chanteur Ours qui s'est produit hier aux Francopholies. Dans le jury, on a aussi Laurent Voulzy qui est également membre de notre association Humanité et Biodiversité. Ils sont vraiment ambassadeurs de toutes les actions qu'on porte. Ils touchent un plus large public que notre association. Infirmier, chef de service. Laisse pas traîner ton fils. Ce soir, on est nombreux. Là, c'est vraiment un public qu'on a un peu de mal à atteindre, donc à travers justement ces artistes, Ours notamment, ça nous donne vraiment plus Je pensais pas le vivre ainsi et rester le concert assis, regarder les gens, la jeunesse qui
Moi, au Francophonie, ça fait la 6e année que j'anime des conversations. Gabrielle Tulou, professeure agrégée de lettres, slameuse, romancière et animatrice des discussions publiques pour les folles rencontres des Francopholies. Qui sont en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1 et les Francopholies donc de La Rochelle, où sur les premières éditions, on recevait un artiste sur 1 heure. Et l'idée, c'est vraiment de déployer une conversation, c'est-à-dire pas une interview, pas une promo qui serait sous pression. Là, on prend 1 heure de temps et on revient surtout le processus créatif, les doutes, les élans, les ambitions, etc. Et l'année dernière, on a innové avec toujours en partenariat entre le 1 et les Franco, en imaginant des conversations croisées. L'année dernière, c'était entre des navigateurs et des artistes. Et cette année, c'est entre des chefs cuisiniers et des artistes. Moi, je suis mobilisée donc hors festival pour essayer d'interviewer et de faire, là pour le coup, des articles papier dans le numéro spécial qui sort au moment des Francopholies et qui est distribué sur les Franco, mais aussi en kiosque partout en France, où il s'agit déjà en fait de préparer un peu le thème. Des thèmes qui pouvaient aller pour la première année de la question de la responsabilité des artistes, parfois sur l'évolution. Il y avait une année sur l'évolution entre, ça s'appelait le grand melting pop, l'idée qu'il n'y avait plus d'étiquettes aujourd'hui, que dans les genres musicaux, qu'il y avait un grand décloisonnement. Et puis l'année dernière, l'esprit du large, donc cette grande liberté après le confinement. Voilà, on essaye de varier les thèmes. Moi, je travaille là-dessus avec les équipes. Vraiment, quand je dis d'un partenariat, là, en fait, tout est discuté main dans la main avec des réunions très fréquentes pour décider, ça va être tel artiste, en page 3, on met ça. Et c'est validé aussi bien par les équipes du 1 que des Franco. C'est-à-dire que tout se fait en véritable collaboration. Je crois que ce qui est nouveau actuellement dans nos pédagogies, c'est effectivement l'aspect pratique. Jusque-là, on recevait beaucoup, avec beaucoup de passivité, différents enseignements artistiques. Maintenant, on amène les élèves à être beaucoup plus moteurs de leur savoir. Et au-delà de ce que ça apporte en connaissance, je pense que ça apporte aussi un savoir, non pas que un savoir tout court, mais un savoir-être et un savoir avoir confiance en soi, qui est essentiel, et peut-être encore plus au primaire et au collège qu'au lycée, où on a des individus qui sont en pleine formation, en plein doute, et où faire, le concret est essentiel comme base pour être. En fait, aujourd'hui, dans la pratique artistique, on s'est rendu compte que on n'arrêtait pas de poser la question aux artistes de leur engagement. Et à la question du chanteur engagé, au départ, on pense il a forcément des paroles engagées. Et donc, en fait, le mot de citoyen, il arrive aussi à un moment donné où on commence à penser différemment l'engagement, où on peut très bien considérer quelqu'un qui va être un artiste engagé dans sa vie de citoyen, sans pour autant être un porte-drapeau au devant de la scène par ses paroles. De la même façon, on pourrait très bien, et certains des artistes qui ont collaboré à ce livre le disent très bien, notamment Mathias Malzieu, il dit qu'il peut y avoir un vrai engagement politique à défendre une parole artistique pure, poétique. Voilà, et moi ça c'est des choses qui résonnent. Donc la question du citoyen, c'est aussi une façon de dissocier la parole, d'éventuellement dissocier la parole artistique de l'artiste citoyen qui la porte et qui, même en dehors de la scène par sa notoriété, est visible. La citoyenneté est une notion complexe. Elle est un statut, fait de droits et de devoirs.
Elle est aussi un sentiment d'appartenance, lié à un territoire, à une ou plusieurs pratiques artistiques et culturelles, à un ou plusieurs groupes sociaux, auxquels on s'affilie par intérêt collectif ou individuel. Enfin, la citoyenneté, c'est l'expression de l'autonomie politique et culturelle des individus au sein de la société. À l'INSEAC, la relation de cette notion avec le AC est l'objet d'une thèse menée par Julien Lebourg sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis, de Damien Malinas et de Raphaël Roth. Je trouve que vraiment les festivals permettent une expérience complète pour les jeunes générations. Rima Abdulmalak, ministre de la Culture. Au-delà de juste acheter une place de concert et assister à un concert, pour les festivals de musique, c'est, comme on vient de le voir là, une ambiance, un état d'esprit. Les Franco font aussi les balades des Franco, les balades chantées, donc on peut découvrir la ville, découvrir le patrimoine avec la musique. Il y a des rencontres avec les artistes, il y a la découverte des coulisses. C'est toute cette atmosphère qui crée une expérience totale, parfois sur plusieurs jours, plus le camping pour ceux qui vont en camping. Et donc, c'est des expériences de vie qui marquent à jamais. Et après, c'est des Madeleines de Proust. Quand on réécoute une chanson 10 ans plus tard, on se souvient du festival où on l'a découverte. Et c'est des moments qui accompagnent la vie. Parce que Culture permet justement, au-delà de l'acte de consommation pour avoir accès à un billet sans avoir à l'acheter, ça permet cette ouverture à une expérience, à des rencontres, à des découvertes, à des petites immersions comme ce que ces jeunes reporters des Franco sont en train de faire, où ils deviennent eux-mêmes journalistes pendant quelques jours. Alors les Franco-reporters, c'est, je sais pas si je peux appeler ça un atelier, mais en fait c'est un groupe de jeunes qu'on forme pendant quelques jours. Hugo, coordinateur du dispositif Franco-reporter et Passe Culture du festival. Sur le festival des Francopholies pour leur apprendre, leur donner le maximum de clés dans les techniques d'interview, ou en tout cas de ce que c'est de couvrir un festival. On va essayer de leur apprendre en un laps de temps très réduit, à leur donner toutes les clés pour couvrir un festival, le festival des Francopholies, et interviewer des artistes, des gens, essayer de retransmettre ce que c'est que l'esprit de ce festival. Pendant une semaine, ils sont là 3-4 jours. Alors, c'est du coup une vingtaine de jeunes bénéficiaires du Pass Culture. Élise, lycéenne et franco-reporter de l'édition 2022. Donc entre grosso modo 15 et 20 ans, qui ont été sélectionnés. On a été sélectionnés sur notre motivation pour couvrir le festival des Francopholies. Du coup, prendre des photos, des vidéos, enregistrer des podcasts qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux des Francopholies et du Pass Culture. Alors au début, on a commencé directement avec des micro-trottoirs. Hamza, lycéen et franco-reporter de l'édition 2022. Donc on est allé au contact des gens, on leur a posé des petites questions. Ensuite, on est monté sur les tours de La Rochelle. On a fait des time-lapse, donc des vidéos accélérées. Ensuite, on est allé à l'intérieur du festival et filmer l'arrivée du public. Et ça a été juste incroyable. On avait des plans de tous les côtés. On a pu avoir cette arrivée du public majestueuse, incroyable. Et c'était vraiment top. Et ensuite, on a enchaîné avec du montage, des interviews d'artistes. On a pu interviewer Sopico, énormément d'artistes, énormément de coulisses. Et ce qui a été le top du top, ça a été le moment où on est monté sur scène, au moment de l'arrivée du public. Et là, on a pu voir le public vibrer. On se sentait en gros un peu comme un artiste. Donc c'était vraiment incroyable. Si je devais décrire les Francopholies, ce serait incroyable en un mot, et en 2 mots, ce serait incroyable et exceptionnel. On a eu 700 candidatures, on a sélectionné 20 jeunes. Émilie Yakish. Et pour la petite histoire, quand même, c'est vrai que c'est un dispositif qu'on avait déjà mis en place entre 2010 et 2014 sur La Rochelle pour des plus jeunes, pour des 14-18 en l'occurrence. Et qu'en décembre dernier, on a eu des jeunes de 14 ans, non de 16 ans, il doit y avoir, qui sont venus nous voir en disant « Vous ne voudriez pas refaire Franco-reporter parce que c'était drôlement bien, nos frères et sœurs, ils l'ont fait, mais nous non. Et nous, on aimerait bien le faire. » Et donc, quand je racontais tout à l'heure que souvent, ce que l'on construit, ça vient des sollicitations, ils étaient 3 lycéens, franchement, ils étaient brillants, ils connaissaient très bien le projet qu'on avait mis en place il y a quelques années, ils avaient envie, ils pratiquaient déjà un petit peu, ils étaient très motivés. On peut pas
peut pas dire non. Enfin, je sais pas, on peut pas dire non. Donc, comme en parallèle, voilà, on discutait avec le Pass Culture, qu'il fallait aussi des moyens humains pour mettre tout ça en œuvre. On leur a présenté tout ça et ils nous ont dit OK. Donc, du coup, il y avait 20 jeunes qui ont été sélectionnés au niveau national par le Pass Culture et il y avait nos 3-4 jeunes Rochelais à l'initiative qui n'avaient pas tout à fait 18 ans, mais quand même avaient l'autorisation de participer parce que c'était quand même grâce à eux qu'on remettait en place ce projet. Et donc, on peut retrouver sur la chaîne podcast des Francopholies leur production. Aux Francopholies, quelle serait ta folie que tu te permettrais de faire sur le festival ? Moi, perso, je reste avec chacun des artistes toute la journée. Et après, je monte sur scène et je saute dans tout le monde à la fin. Ah ouais, là, à fond. Ah ouais, à fond. Quitte à en profiter, autant en profiter un max. De A à Z. Et toi, c'est quoi ta question ? Bonjour Madame la Ministre, merci de nous accorder de votre temps. Je vous laisse vous présenter. Je suis Rima Abdulmalak, ministre de la Culture depuis le 20 mai 2022. Super. On était un peu plus jeunes, c'était il y a 10 ans. Donc j'ai fait ça alors 9 ans, j'ai fait ça en 2013 je crois. Hugo. Moi j'étais en radio et ça a été une expérience, c'est ce que j'ai essayé de leur dire au maximum. Pour moi qui a été, il y a eu une différence il y a eu un avant et un après Franco Reporter, je le dis pas par flagornerie ou autre, ça a été vraiment complètement fou. Ça donne en fait justement ce truc là que je dis, ce truc de on a un peu tendance à dire qu'on est personne et en fait quand on le fait on se dit bah non, en fait je peux aller au contact des gens, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure et ça a été déterminant vraiment. Je suis resté dans ce métier là et aujourd'hui c'est ce que je fais quoi, j'en vis maintenant. Donc c'est une expérience folle quoi. Et donc le fait de revenir et de passer de l'autre côté et d'essayer de leur ramener ce que moi j'ai pu vivre de mon côté, c'était peut-être la meilleure chose. En 2000, on a monté les premières formations avec l'inspection académique de Charente-Maritime. Émilie Yakish. En lien avec, sur le thème de l'écriture de chansons. Donc, une formation qui était vraiment dédiée aux enseignants, premier degré plutôt, de la Charente-Maritime. Et on a mené ça jusqu'en 2003 sous cette forme-là. Et je pense que, si je me souviens bien, les pôles nationaux de ressources à l'époque sont créés en 2003, en tout cas les premiers décrets. Et le pôle national de ressources sur la musique, il est en Picardie, je crois, à l'époque, et c'est Philippe Gelmoni qui s'en occupe. Et par le réseau, il sait ce que l'on fait avec les enfants de la ZIC notamment, et cette formation au niveau de l'inspection académique. Et du coup, il nous sollicite pour savoir si on veut être pôle régional associé au pôle national et faire des formations plus en lien avec la chanson et les musiques actuelles, mais en s'adressant à un public national. Et donc, on part dans cette aventure-là, donc en partenariat avec la DRAC, le rectorat, les IUFM à l'époque. Et on monte les premières formations, alors qu'on a mis longtemps à appeler Préac, on était Préac, mais qu'on appelait le chantier des profs. Et puis ensuite, quand il a fallu être sur une mixité des publics, dans les critères Préac, le chantier des profs et des professionnels de la culture. Et on avait donné ce nom-là, puisque on porte ce dispositif d'accompagnement de jeunes artistes qui s'appelle le chantier des Francopholies, et que ça nous paraissait intéressant de se dire qu'on avait un pendant qui était ce chantier des profs. Et je crois que c'est que depuis cette année, 2022 ou 2021, l'année dernière, qu'on assume totalement. On a enlevé notre nom chantier des profs et on est Préac Chansons francophones et musique actuelle. Et là, ce sera à l'automne le stage d'automne. Et puis pendant le festival, on fait une masterclass également. Alors, Les Enfants de la ZIC, c'est aujourd'hui une plateforme en ligne qu'on retrouve sur Canopé, puisque c'est des productions qui ont été coéditées par les Francopholies et Canopé. Le principe est de pouvoir chaque année permettre aux enseignants de se plonger dans le répertoire d'un artiste programmé aux Francopholies. Donc, sont en ligne les répertoires de Gaël Faye, Camélia Jordana, Jeanne Chéral et Aldebert. Pour chaque artiste, il y a 6 chansons qui ont été présélectionnées et qui sont présentées. Et elles sont présentées avec différentes entrées, une analyse littéraire, une analyse musicale et des pistes, des outils
pour la pratique vocale, mais aussi des outils pour la pratique instrumentale. Il y a par exemple, donc c'est quand même une ressource en effet qui est très dense et qui est très poussée, qui a demandé un travail qui a été fait par Julien Bouvard et Noémie Parcollet ces dernières années, qui sont tous les deux enseignants en éducation musicale et enseignants de lettres, et qui ont notamment réenregistrer les pistes par piste de toutes les chansons, des 6 chansons de chaque artiste présentées, et qui permet, par exemple en conservatoire ou école de musique, parce que ça s'adresse aussi à ces publics-là, de récupérer ces bandes-sons. Et quand on a un ensemble de jeunes musiciens, mais qu'il nous manque un batteur, on peut utiliser la piste de la batterie de la ressource des enfants de la ZIC, et on a ensuite les partitions pour les autres instruments. Donc c'est vraiment tout des œuvres qui sont décortiquées finalement, et qui ont la possibilité d'être prises en main par les enseignants pour réfléchir sur un sujet à partir de la chanson, avoir une pratique vocale ou une pratique musicale. J'aurai un beau métier avec le monde à mes pieds. Je ferai des voyages, je dormirai à grandeur, je ferai pas mon âge. Ou alors je serai chanteur, ouais tiens voilà, chanteur. C'est encore long, l'enfance, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est encore long, l'enfance, j'en sais rien. C'était l'EAC en festival, Francopholie demain, un podcast de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle du CNAM. Nous remercions Madame la ministre, Rima Abdul-Malak, les co-directeurs du festival Gérard Pont et Émilie Yakish, Madame la directrice des affaires régionales Maëlys Descazo, mais aussi Odélio, Gabriel Tulou, Claire Kirard, l'équipe des Franco-reporters et tous les acteurs de la chaîne de coopération de l'EAC des Francopholies. Pour les extraits musicaux, Aldebert, Pour louper l'école et Madame Nature, Ours, NTM à Bercy, Sopico, Slide, François Morel, C'est encore long l'enfance, et la musique originale de Malo. Prise de son, Raphaël Roth et Julien Lebourg. Un podcast établi par l'INSEAC sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Ce podcast a donné lieu à un kit pédagogique à retrouver sur le site de l'établi de l'EAC. Vous trouverez le lien en description. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAM.